plongeons directement dans l'une des œuvres visuelles les plus monumentales du petit écran. Voici une rétrospective détaillée de l'ambitieuse adaptation télévisée de l'un des univers les plus complexes de toute l'histoire de la science-fiction. C'est parti pour décortiquer la mini-série Dune, sortie à l'aube du millénaire en l'an 2000. La grande question, c'est de savoir comment on a pu retranscrire toute la richesse et la complexité d'Arrakis à la télévision. Pour bien saisir l'ampleur de cette entreprise colossale, on va retracer l'envergure épique de la production, sa narration super dense et, bien sûr, l'héritage qu'elle a laissé. Première étape de notre parcours, l'épopée de Sci-Fi Channel. Et pour commencer, un chiffre qui donne tout simplement le vertige. 265. C'est exactement le nombre de minutes que dure cette mini-série, divisée en 3 parties bien distinctes. On parle de presque 4h30 de visionnage, un format hyper stratégique parce qu'il a permis de plonger dans les moindres détails de l'œuvre originale, là où un film classique aurait dû faire d'énormes coupes. Ce qui est fascinant ici, c'est l'effort international massif qu'il a fallu déployer. On parle d'une véritable coalition mondiale réunissant les États-Unis, l'Italie, l'Allemagne et le Canada. 4 nations différentes qui ont mis en commun leurs talents et leur budget pour donner vie à cette vision. Évidemment, pour comprendre les enjeux profonds de cette histoire, il faut absolument revenir à la base, l'épice. C'est littéralement la substance qui fait tourner cet univers. C'est une drogue hallucinante qui rend possible la navigation intersidérale. Et le détail qui change absolument tout, c'est que cette épice ne se trouve que sur un seul monde aride, la planète Arrakis. En bref, celui qui contrôle Arrakis a le destin de l'univers entre ses mains. Passons maintenant au cœur du conflit, le piège redoutable des Harkonnen. L'histoire repose sur une haine viscérale et ancestrale. D'un côté, on a la noble maison Atréide, avec le duc Leto, Paul et dame Jessica, qui viennent tout juste de recevoir la lourde tâche de diriger Arrakis sur ordre de l'empereur Shaddam IV. Et de l'autre côté, on trouve leurs pires ennemis, la cruelle maison Harkonnen, dirigée par l'imposant baron Vladimir, conseillé par Peter de Vries et soutenu par son neveu Feyd Rautha. Inutile de dire que le choc frontal est inévitable. Ce qui est vraiment captivant ici, c'est la mécanique clinique du plan du baron Harkonnen. Ce n'est pas une simple attaque brutale, tout est millimétré. D'abord, il joue sur la paranoïa de l'empereur face à la popularité des Atréides pour obtenir ses soldats d'élite en secret. Ensuite, il neutralise les défenses de l'intérieur en corrompant le propre médecin du duc, le docteur Yue. L'objectif final, mathématique et sans appel, la destruction totale du duc Leto. Mais il y a toujours un grain de sable dans l'engrenage. Le docteur Yue, qui cherche à se venger du baron, a implanté une fausse dent remplie d'un gaz toxique mortel dans la bouche du duc Leto, alors captif. Au moment fatidique, le baron échappe de justesse à la mort et c'est son conseiller Peter de Vries qui y passe à sa place. Malgré cet acte de bravoure désespéré, le duc meurt, laissant derrière lui une famille en fuite totalement livrée à elle-même. Ce qui nous amène directement à l'ascension spectaculaire des Fremen. La survie de Paul et Jessica devient alors le vrai moteur du récit. Pourchassés sans répit, ils s'enfuient dans un désert mortel avec l'aide de Duncan Idaho et finissent par trouver asile chez les Fremen, le peuple des sables, sous la protection du leader Stilgar. Et c'est là que la dynamique s'inverse complètement. En échange de cet abri, Paul et sa mère transmettent leurs redoutables techniques de combat. Sans que personne ne s'en rende compte, ils sont en train de forger une armée invisible et surpuissante. Et comme si la pression de la guerre n'était pas suffisante, on assiste à un véritable déchirement psychologique pour Paul. Il découvre que sa propre mère est en fait la fille cachée du baron Harkonnen. Ça signifie tout simplement que son pire cauchemar, l'homme qui a massacré sa famille, est son grand-père biologique. C'est le genre de révélation génétique qui laisse des traces profondes, surtout quand il commence à percevoir ces mêmes traits impitoyables au fond de lui-même. Nous arrivons au point de bascule de cette épopée, l'avènement d'un nouvel empereur. Fini de se cacher dans l'ombre. Paul, désormais vénéré comme un messie sous le nous de Muad'Dib, lance une contre-attaque absolument foudroyante. Il frappe la capitale fortifiée en combinant des armes nucléaires dévastatrices avec l'assaut colossal de dizaines de vers des sables géants qui fondent littéralement sur les troupes de l'empereur. L'image de cette charge est tout simplement saisissante. Au beau milieu de ce chaos aux allures de fin du monde, une tragédie intime se joue. La petite sœur de Paul, Alia, qui possède des pouvoirs surnaturels assez glaçants depuis sa naissance, a été capturée. Et c'est elle qui va porter le coup de grâce. Équipée d'une aiguille empoisonnée avec la neurotoxine du gomme Jabbar, elle exécute de sang-froid son propre grand-père, le baron Harkonnen. Une scène redoutable et inoubliable. Pour sceller sa victoire totale, Paul abat sa carte maîtresse. Il prend l'univers entier en otage en menaçant de détruire la totalité de l'épice sur Arrakis. Pour asseoir son pouvoir de manière incontestable, il terrasse Feyd Rautha lors d'un duel mortel, réclame le trône impérial avec la princesse Irulan à ses côtés, mais veille bien à garder son cœur et sa véritable loyauté pour Chani.
Le voilà maître absolu, avec des armées prêtes à conquérir les étoiles. Enfin, prenons un peu de recul pour parler des coulisses, le casting, les récompenses et les inspirations de l'œuvre. Donner vie à des personnages aussi denses exigeait évidemment des acteurs de très haut vol. La série a frappé fort avec un casting international étoilé. On y retrouve l'immense William Hurt qui apporte toute sa prestance au Duc Leto, Alec Newman dans la peau d'un Paul complexe, Saskia Reeves très convaincante en Jessica, l'imposant Ian McNeice qui campe un baron mémorable et bien sûr le grand Giancarlo Giannini dans le rôle de l'empereur. Côté esthétique, la conception des décors regorge de références poignantes. Prenons la gigantesque statue du Mahdi au siège Tabre. Les créateurs se sont directement inspirés des véritables Bouddhas de Bamiyan. C'est une résonance historique assez tragique, quand on sait que ces immenses monuments ont été détruits par les talibans en mars 2001, soit quelques mois à peine après la diffusion de la série à la télévision. Il est également fascinant de voir que rien ne se perd jamais vraiment dans le monde de la science-fiction. Les créateurs de l'an 2000 ont ravivé l'ADN esthétique d'une adaptation mythique qui n'a jamais vu le jour dans les années 70. Les incroyables storyboards du réalisateur Alejandro Jodorowsky et du célèbre illustrateur Möbius ont directement soufflé les couleurs éclatantes, les costumes théâtraux et toute l'ambiance visuelle extravagante qu'on retrouve à l'écran. Tout cet effort colossal a été largement récompensé, puisqu'il a été couronné par 2 Emmy Awards en 2001. La série a décroché les prix des meilleurs effets spéciaux et de la meilleure direction de la photographie, un prix remis au légendaire Vittorio Storaro. Ce grand succès a, de manière très logique, ouvert la voie à la fameuse suite sortie en 2003, Les Enfants de Dune. En fin de compte, cette plongée dans l'adaptation de 2000 nous montre à quel point elle a été pionnière. Bien avant les méga-budgets des plateformes actuelles, elle a prouvé qu'il était tout à fait possible de porter à l'écran une saga intellectuelle d'une telle envergure en prenant le temps nécessaire à l'histoire. Ce qui laisse une question captivante en suspens pour conclure cette analyse: de quelle manière très précise cette vision audacieuse du début du millénaire a-t-elle secrètement dicté les codes de la science-fiction que nous connaissons aujourd'hui et comment continuera-t-elle de façonner les univers de demain ?